Bonsoir à tous, il est 20 h, les titres de ce 20 août 2019 sur RTI 1. Réforme de la Commission électorale indépendante CEI, le président de la Commission de l'Union africaine s'en est félicité. Moussa Faki Mahamat a réitéré l'engagement de la Commission à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est exprimée suite aux données publiées dans le 10e rapport de Afrobarometer et Transparency International. Il place la Côte d'Ivoire en 8e position pour 40% de personnes qui estiment que la corruption s'est accrue dans le pays. La 69e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique. La rencontre annuelle réunit cette année plus de 400 participants et les ministres de la santé de 47 pays africains dans la Côte d'Ivoire à Brazzaville du 19 au 23 août prochain. Et puis un bateau militaire espagnol va récupérer ce mardi les migrants secourus par le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms. Le navire est présentement stationné près de l'île italienne de Lampedusa où il a interdiction de débarquer. Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau 20 h. La Commission de l'Union africaine salue la nouvelle loi relative à la Commission électorale indépendante. Le président de la Commission s'est prononcé sur le sujet. Moussa Faki Mahamat réitère l'engagement de la Commission à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. Kolo Koulibaly. Faisant suite à l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire et à sa promulgation, le président de la Commission de l'Union africaine se félicite de ce que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été pris en compte, tel qu'en atteste le préambule des motifs du projet de loi introduit au Parlement. Le président de la Commission de l'Union africaine salue l'ensemble des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, y compris les organisations de la société civile, pour leur attachement aux valeurs démocratiques prônées par l'Union africaine et les encourage dans leur volonté à aller à des élections paisibles dans l'intérêt du peuple ivoirien. Le président renouvelle l'engagement de la Commission à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. Autre sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a donné face à la presse ce mardi les clés pour interpréter les données publiées dans le 10e rapport de Afrobarometer et de Transparency International qui place la Côte d'Ivoire en 8e position pour 40% de personnes qui estiment que la corruption s'est accrue dans le pays. Herman Guivet. Selon le 10e rapport de Afrobarometer 2019, en liaison avec Transparency International, la Côte d'Ivoire occuperait la 8e position pour 40% de personnes interrogées qui estimeraient que la corruption se serait accrue dans le pays. Selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ces données requièrent une autre interprétation, mais avant, un rectificatif s'impose sur le taux de personnes estimant que la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ne serait pas suffisamment efficace. Il serait de 58% et non 59%, comme brandi par certains sites. Il s'agit d'une perception, ce n'est pas la réalité. Et la perception, elle est subjective et elle peut s'expliquer par différentes raisons. Cela dit, venons-en au sujet. C'est vrai, il y a des efforts à faire, c'est normal. Mais lorsque vous prenez les histogrammes publiés par Transparency International et Afrobarometer, vous avez les 7 meilleurs pays qui sont censés avoir les taux les plus bas, qui sont les suivants. Vous avez la Tanzanie qui a le taux le plus faible, 10%. Vous avez le Burkina Faso qui a 28%. Vous avez la Gambie qui a 32%. Le Ghana qui a 33%. Le Bénin qui a 34%. Le Cap-Vert qui a 39% et le Lesotho qui a 39%. Nous sommes à 40%. Ça veut dire que nous sommes à un doigt d'être sur la liste de ceux qui sont considérés comme les meilleurs. Parce qu'ici, ça fonctionne comme en matière de liberté de l'information. En matière de liberté de l'information, l'indicateur fonctionne. Plus vous allez vers 0, mieux c'est. Plus vous allez vers 100, c'est mauvais.
Les chiffres publiés indiquent qu'en 2015, le taux de personnes interrogées qui estimaient que la corruption s'est accrue en 2015 était de 32% et de 40% en 2019 à 40% depuis 2016. Il n'a donc pas évolué depuis 4 ans. Ce taux de 40% de personnes qui estiment que la corruption s'est accrue, ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, 60% des personnes interrogées estiment que la corruption ne s'est pas accrue en Côte d'Ivoire. Pour faire baisser le taux des 58% qui estiment que la lutte contre la corruption n'est pas suffisamment efficace, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend renforcer son action d'explication et de vulgarisation des bons résultats acquis par la Côte d'Ivoire. Une politique anticorruption isolée ne peut pas réussir. C'est nécessaire d'avoir une politique éthique. Nous devons continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs, interagir avec la population pour comprendre ce que nous faisons et pour qu'on puisse expliquer les résultats qui sont acquis et aussi les difficultés que nous rencontrons. Nos textes disent que pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de sanctions. C'est au tribunal militaire, dans les inspections, tout ça, il y a beaucoup de sanctions. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment sur ces sanctions. Donc des efforts sont faits en Côte d'Ivoire. Même si on prend le secteur privé, vous savez, beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire qui ont mis en place des politiques éthiques avec des éléments de politique anticorruption. En effet, le pays a réalisé d'énormes performances de 2013 à 2018 dans le cadre de la lutte contre la corruption, puisqu'il est classé par Transparency International parmi les 3 pays qui ont réalisé les meilleurs progrès au monde: l'Argentine, la Côte d'Ivoire, la Guyane. Depuis 2012, seuls 20 pays, dont l'Estonie et la Côte d'Ivoire, ont considérablement amélioré leur score et 16 ont sensiblement régressé, parmi lesquels l'Australie, le Chili et Malte. On s'intéresse au programme social du gouvernement, plus précisément au volet emploi. La ville de Soubré, dans la région de la Nawa, a vu l'ouverture de son guichet emploi jeune. Il a été inauguré par le ministre des Eaux et Forêts. Le point avec Mamadou Kouassi. La ville de Soubré dispose désormais de son guichet emploi jeune. Situé au foyer des jeunes de Soubré, cette structure sera un centre d'accueil pour les jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, d'emploi et de financement de projets et de formations qualifiantes. Une initiative qui réjouit la jeunesse départementale de Soubré qui rêve depuis longtemps d'une insertion socio-professionnelle. Les locaux de ce guichet emploi ont été inaugurés par le ministre Alain Richard Danwayi, président du conseil régional de la Nawa, par ailleurs représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes à fréquenter ce centre afin de bénéficier d'accompagnement. Il faut faire une très forte sensibilisation et une très forte information pour que les jeunes sachent qu'il y a des solutions à leurs problèmes. Mais il faut qu'ils viennent vers ces solutions-là pour qu'on puisse les aider. Faire en sorte que la prospérité et la croissance dont nous parlons, l'émergence, soient une réalité pour tous. Saluons la mise en place de cet outil d'insertion des jeunes de la région de la Nawa. Le maire Lassine Traoré ainsi que le représentant du ministre de l'Emploi des Jeunes ont tous signifié que le guichet emploi viendra renforcer les actions des collectivités territoriales dans la lutte contre le chômage des jeunes. Un autre outil pour lutter contre le chômage des jeunes, le Fonds pour l'auto-emploi et la lutte contre la pauvreté. Les bénéficiaires des communes de Marcory et d'Abobo ont reçu la visite du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il est allé s'informer de l'évolution de leurs différents projets. Eugène Atoubé et Théodore Zozo. Marcory, 8h30 ce jeudi. Dans le restaurant de Valérie, un client peu ordinaire, le ministre Pascal Kwaku Abinan. Il y est, pas pour le petit déjeuner, mais pour se rendre compte de l'établissement de cette jeune promotrice, bénéficiaire d'un fonds du gouvernement pour mener son activité grâce à laquelle aujourd'hui elle peut se réaliser. Que je viens d'ouvrir mon restaurant, ça m'apporte un changement. D'abord, je suis autonome et à la suite, j'emploie des gens aussi. Autre bénéficiaire du fonds octroyé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Salimatou. Elle tient une mercerie au quartier Anador, dans la commune d'Abobo. La présence du ministre dans son local est pour elle l'occasion d'exprimer ses préoccupations. J'aimerais qu'on puisse agrandir un peu pour pouvoir employer plus de personnes. Oui, mais est-ce que vous avez remboursé les premiers prêts qu'on vous a donnés? J'ai remboursé, mais il restait à 500 et quelques mille francs. Et vous pensez pouvoir rembourser? Je suis toujours le coup. Quand vous aurez fini de rembourser, si vous souhaitez encore un autre prêt, on pourrait vous donner. Le jeune Ekra, lui, a choisi d'investir dans la vente de vins et spiritueux.
Il est aujourd'hui propriétaire d'une cave à Bobo-Kouletia et dit avoir bien étudié le marché avant d'investir dans ce secteur. Je m'installe dans une zone de la vierge et je pense que je remonte avec eux. Dans le temps que le quartier monte, je vais avec eux. Si les chiffres continuent comme ça, je vous assure que d'ici 5 mois, 6 mois, je me sentirai encore plus à l'aise. L'auto-emploi, c'est la solution, c'est la clé pour créer des petites PME. Et ce sont ces PME-là qui participent à la croissance économique. C'est l'objectif du gouvernement. Ces 500 000 emplois dont a parlé le Premier ministre, c'est la concrétisation sur le terrain que nous sommes en train de faire. Ekra, Salimatou et Valérie ont bénéficié chacun d'un prêt de 2 millions de francs CFA, remboursables sur 24 mois. Sont éligibles à ce fonds les personnes de 35 ans sans emploi ou porteurs de handicap moteur ou âgés. À ce jour, plus de 120 projets individuels et collectifs ont été financés pour plus de 400 millions de francs CFA. Ce sont plus de 3 000 emplois générés. Dans le domaine de la santé, les ministres de la Santé de 47 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sont réunis à Brazzaville du 19 au 23 août. La 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se réunit ainsi une fois par an. Plus de 400 participants prennent part à cette session 2019. Amsa Diaby. Ce 19 août, les ministres africains de la Santé sont réunis à Brazzaville pour définir le programme de santé du continent, et ce jusqu'au 23 août prochain. C'est dans le cadre de la 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Les 47 ministres et les 400 autres participants sont accueillis par le président congolais. La santé de nos concitoyens reste une interpellation essentielle de chaque instant. Face à des attentes immenses et variées, il nous faut trouver des réponses pertinentes à l'environnement morbide, préoccupant, qui caractérise l'Afrique. Malnutrition, paludisme, Ebola, les pandémies sont légion sur le continent. De nombreux pays font de gros efforts, même s'il reste encore des défis à relever. La présente réunion se tient dans un contexte mondial et régional spécifique de santé publique. Le premier point, c'est la couverture sanitaire universelle. Et c'est avec plaisir que je constate que dans toute la région, la dynamique se renforce en faveur de cette forme de couverture sanitaire. Cette année, les chefs d'État réunis lors du sommet de l'Union africaine ont apporté la preuve qu'un engagement politique existe au plus haut niveau et cet engagement se traduit par des actions dans le pays. Le deuxième point concerne la sécurité sanitaire et la protection des populations contre l'impact des situations d'urgence sanitaire. Les défis à relever sont complexes, mais nous enregistrons quelques avancées. La ministre congolaise de la Santé et de la Population, par la suite, a été élue présidente de la 69e session du comité régional en remplacement du ministre sénégalais de la Santé, anciennement président de la 68e session. Lutte contre l'insalubrité dans la région du Poro, les jeunes de Sinématiali s'engagent à assainir leur ville. L'opération Sinématiali Ville Propre vise à nettoyer la ville de toutes ses ordures et elle bénéficie du soutien des autorités administratives et locales. Ami Sissoko. Avec 6 km de bitume, la ville de Sinématiali présente un tableau reluisant. Des rues propres, des caniveaux non obstrués, une action du gouvernement saluée par la population. Avant le goudron, toutes les voies étaient tellement rouges et à chaque fois qu'un véhicule passait, même que ce soit des motos, ça soulevait la poussière. La respiration était horrible. Les mots ne peuvent traduire ce que nous ressentons. La ville est devenue plus jolie qu'avant. Il y a des caniveaux, l'eau circule bien. Bon, la ville est devenue plus propre. Pour joindre l'utile à l'agréable, les jeunes de Sinématiali s'engagent à maintenir la ville propre en initiant l'opération Sinématiali Ville Propre, une initiative qui trouve un écho favorable auprès des autorités. Nous avons initié cette opération pour booster la mairie. On va faire de porte en porte pour que les parents comprennent réellement ce qu'on veut faire. On va s'organiser, on va faire le nettoyage par quartier. Aujourd'hui,
La jeunesse veut s'impliquer dans la salubrité de Sine-Matiali. Je les félicite, c'est vraiment pour une première fois que je vois une jeunesse qui veut s'impliquer dans des travaux d'envergure pour maintenir la ville propre. Je suis fier de cette jeunesse et nous allons les encadrer. Pour encourager l'action de la jeunesse, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, fils de la région, fait don du matériel de nettoyage. Il est composé entre autres de 3 tricycles, de brouettes, de pelles, de balais et de râteaux. Fidel Sarasoro donne ainsi le top départ de l'opération Sine-Matiali Ville Propre. Ce sont les orientations et les directives du président de la République qui demandent que dans toutes les villes, dans tous les villages, on puisse avoir un environnement sain, un environnement propice à une bonne qualité de vie des populations. Et pour cela, évidemment, il est important que dans chaque village, dans chaque ville, chacun se mette à la tâche pour rendre l'environnement un environnement sain, propice, ouvert, qui soit exempt de déchets et d'ordures qui sont malheureusement source de maladies. Pour donner fière allure à la ville de Sine-Matiali, un concours de salubrité interquartier est lancé. Le plus propre sera récompensé dans 6 mois. On s'intéresse à la sécurité aérienne qui réunit en ce moment à Abidjan 17 pays de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Une question au cœur de la rencontre internationale, comment utiliser les satellites pour assurer la sécurité dans l'espace aérien? Francis Boifo. La technologie ADS-B par satellite est utilisée dans 2 pays au monde, le Royaume-Uni et le Canada. Les 17 pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, vont expérimenter cette nouvelle méthode de surveillance du trafic aérien en 2020. Cette technologie est basée sur une constellation de 66 satellites qui sont en orbite et autour de la Terre, et donc qui permet aux contrôleurs aériens de connaître exactement les positions des aéronefs dans l'espace aérien. La représentation de l'ASECNA logée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été choisie pour abriter le centre d'utilisation de la technologie ADS-B par satellite. Et cela s'explique. C'est une question de confiance en notre système d'aviation. C'est aussi une question de confiance en l'environnement technologique général au niveau de la Côte d'Ivoire. Déjà, le fait que cet équipement soit basé en Côte d'Ivoire, c'est notre aviation civile qui va le certifier. Et pour le certifier, il faut un certain niveau. Il faut donc une certaine formation que nous sommes en train de faire en appui avec la SECNA. Et ça va nous permettre d'avoir des agents de très haut niveau, très compétents en la matière. Ça, c'est un avantage énorme. Cette rencontre d'Abidjan permet aux experts et responsables de l'aviation civile de 17 pays africains de s'approprier la technologie ADS-B par satellite en vue de sa mise en œuvre au premier trimestre 2020. La Direction générale de l'intégration africaine dresse un bilan de ses activités à la mi-2019. Une rencontre qui permet également de passer en revue les grandes questions de l'intégration pendant 2 jours. Abou Sanogo. Pendant 2 journées, directeurs centraux, sous-directeurs et chefs de service de la Direction générale de l'intégration africaine vont examiner ce qui a été fait, notamment en cette année 2019, et envisager des perspectives. Pour ces acteurs de l'intégration, il s'agit d'ouvrir une lucarne sur la nouvelle donne budgétaire et de passer en revue, puis d'échanger sur les grandes questions de l'intégration, notamment la zone de libre-échange continentale africaine et les accords de partenariat économique. Conformément à des directives de l'UEMOA, les États membres sont invités à adopter le budget programme dans le cadre des programmations pluriannuelles des dépenses. L'occasion nous est apparue très belle pour renforcer les capacités des administrateurs de crédit de la Direction générale de l'intégration africaine et des autres acteurs qui interviennent dans le processus budgétaire.
L'objectif de cette rencontre est non seulement de faire le bilan des activités réalisées en 2019 par la Direction générale de l'intégration africaine pour assurer un meilleur suivi, mais pour permettre l'évaluation des performances. C'est cette direction qui suit un peu toutes les organisations telles que l'Union africaine, telles que la CEDEAO, telles que l'UEMOA, et au-delà de ça, elle porte aussi certains programmes que nous appelons des programmes d'intégration régionale. C'est cette direction quand même qui a réfléchi à ce projet de port sec de Ferkessé-Dougou. Il y a d'autres programmes tels que le programme PASSIR, qui est le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Puis après, les travaux se sont déroulés en plénière et les présentations ont porté sur plusieurs points. Ces travaux prennent fin ce mardi. La ville de Sanfra, dans la région de la Maraoué, célèbre sa fête annuelle du riz. Initiée il y a tout juste 2 ans, c'est un événement pour promouvoir les différentes variétés de riz local ou encore du riz blanchi. Il est surtout question de soutenir la production locale afin de réussir le pari de l'autosuffisance en riz. David Soyo et Mama Traoré. Dans cette rizière située près de la ville de Sanfra, dans la région de la Maraoué, ces braves dames à la tâche chantent. Pour ces rizicultrices, c'est l'heure de la récolte. Elles sont fières de moissonner le nouveau riz local, appelé le sahandré en langue gouro. Ici, on produit 16 variétés, mais nous on a décidé de faire le sadré. Le sadré, c'est le riz lancé en pays gouro. C'est du nouveau riz, ça se mange avec la sauce. Ça se mange même sans sauce. Le riz sadré, aujourd'hui, c'est ce qui est prisé ici chez nous, dans la région de Sanfra. Ici, à Sanfra, comme dans le reste du pays gouro, le riz local est à la fois prisé et consommé à grande échelle. Une identité culinaire à l'origine du festival Saint-André ou la fête du nouveau riz en pays gouro. La ville de Sanfra accueille la 2e édition après celle de Boisflé. Sadré vient encore renforcer l'engagement de ce peuple vaillant dans le février, en donnant cette fois-ci la priorité au développement du riz local. Et cette bataille se gagnera cette fois-ci avec tous les fils et filles gouro dans toutes les branches d'activité. Promotion du riz Made in Côte d'Ivoire, appui à l'autosuffisance en riz. Pour toutes ces missions, le festival Saint-André bénéficie du soutien du gouvernement avec le parrainage de cette 2e édition par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Il était représenté par le directeur général de l'Agence de développement de la filière riz, ADERI. Le peuple gouro dispose d'un grand potentiel en terres rizicultivables. 24 000 hectares de bas-fonds sont aménageables dans votre région. Et c'est pourquoi l'ADERI accorde à cette région une importance particulière, notamment à travers des projets d'aménagement d'environ 1000 hectares. Nous avons prévu de construire 3 barrages à Zéroula, 4 barrages à Boisflé et 3 barrages à Sanfra. Et la construction en cours de 3 usines d'une capacité de transformation de 25 000 tonnes chacune, une à Sanfra, une à Bavois et une à Boisflé. Toutes ces usines seront fonctionnelles d'ici à la fin de cette année. En 2018, la production nationale de riz blanchi était de 1,4 million de tonnes. La consommation, elle, avoisine les 2 millions de tonnes par an. Électrification rurale, le village d'Ali Kouassué, dans la sous-préfecture de Tien-Trois-Cros, a été raccordé au réseau électrique national. Nous sommes dans le nord-est de la Côte d'Ivoire et ce raccordement au réseau électrique était très attendu. Hermanie Amia. C'était le seul village sur les 12 que compte la sous-préfecture de Tien-Trois-Cros dans le département de Kounfao qui n'était pas encore raccordé au réseau électrique national. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les habitants d'Ali-Kouassué peuvent désormais profiter des bienfaits de l'électricité. Pour regarder la télé, avant on utilisait des batteries de véhicules. Et pour charger nos portables, nous allons jusqu'au village voisin. Comme Ali-Kouassué, ce sont tous les villages de 500 âmes et plus que l'État de Côte d'Ivoire a électrifié pour apporter un mieux-être aux populations, a souligné le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, parrain de cette cérémonie. Le gouvernement ivoirien, à travers le programme national d'électricité rurale, entend électrifier 1 838 localités de plus de 500 habitants, chacune d'ici 2020.
et l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Outre le problème d'électricité qui vient d'être résolu, les populations d'Alikouassoué attendent encore d'autres actions de l'État pour les sortir de la précarité. Quand aujourd'hui nous avons un malade, nous transportons ce malade jusqu'au Ghana ou bien à 5 km d'ici, le village voisin. Et souvent sur la route, on a des décès. Si on a le dispensaire, bon, ça va nous aider. On a parlé aussi de route, puisque pour le moment on n'a pas le dispensaire. Donc si la route est vraiment reprofilée, nous pouvons transporter nos malades tranquillement. Nous puisons de l'eau du Margot au Ghana. Et une année, il y a eu près de 60 morts dans ce village ici. Parce qu'ils ont bu cette eau du Margot. Si nous avons un château d'eau ici, ça va sauver beaucoup de vies. À toutes ces difficultés, le secrétaire d'État chargé du service civique a promis aux populations qu'il se fera leur porte-parole auprès du gouvernement. Le village de Nigbeli-Kara dans la région du Poro est lui aussi sorti de l'obscurité. Son électrification a coûté près de 100 millions de nos francs à l'État de Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Le village de Nigbeli-Kara, situé dans la commune de Tiro, à 6 km de Korogo, sort de l'obscurité. Il vient d'être connecté au réseau national électrique par Côte d'Ivoire Énergie. La mise sous tension est effectuée ici par le représentant du préfet intérimaire du Poro, Lorne Djandé, et Nokarna, le conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly chargé de la commande publique. Un rêve qui devient réalité pour les habitants qui disent ne pas avoir de mots assez forts pour exprimer leur joie. Hier, à pareil moment, on ne peut même pas prendre même ne serait-ce un bic à terre. Aujourd'hui, nous sommes plus que heureux. Même une aiguille, ça peut se ramasser. Merci au président de la République. Le fait d'avoir le courant va nous apporter le développement. Ça veut dire quoi? Quelques jeunes du village pourront avoir des ateliers de soudure, des machines sur lesquelles ils peuvent travailler au village. La connexion de Nigbeli-Kara au réseau électrique national a coûté environ 100 millions de francs CFA et nécessitait plus de 60 poteaux. Pour les autorités de la région du Poro, la connexion au réseau électrique national contribue au développement et au bien-être des populations. Ce qui se dit se fait. Et nous constatons dans ce village, il y a quelques minutes qui ne connaissaient pas l'électricité. C'est la joie totale. Merci au président de la République. Ce village que nous venons d'électrifier, nous avons gagné une bataille. D'autres suivront dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, au sud, à l'est, au centre, au nord. Personne ne sera oublié. L'électrification de Nigbeli-Kara s'inscrit dans le vaste projet d'électrification du gouvernement qui prend en compte toutes les localités de plus de 500 habitants. Un mot de religion et on se rend à Lourdes, dans le sud-ouest de la France. Le pèlerinage international a permis aux pèlerins de vivre le parcours commémorant la Passion du Christ à travers le chemin de croix. Grâce Kando. Le chemin de croix est la voie parcourue par le Christ pour le salut de l'humanité, depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem en Israël pour le salut de l'humanité. Cette passion du Christ, les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou l'ont vécu lors du pèlerinage international de Lourdes. Prends pitié de nous, Seigneur. Faire ce chemin de croix à Lourdes relève de notre soutien, de notre apport, de notre contribution au rachat de nos âmes, nous aussi. Nous venons reprendre ce chemin que le Christ a fait pour demander sincèrement pardon et aussi pour décharger nos fardeaux et nous recueillir et prier avec le Christ et sa maman Marie. Le chemin de croix, il est tellement dur que quand on sort de ce pèlerinage, on sent qu'on a changé. Il y a quelque chose en nous qui a changé et qui nous permet à chaque fois de prendre de nouvelles résolutions et d'avoir de meilleures intentions. Ce que nous vivons à ce chemin de croix, ça doit nous permettre d'aller porter la bonne nouvelle aussi à ceux qu'on a laissés en Côte d'Ivoire. La Passion du Christ est retracée en 14 stations et montre le rôle joué par Marie au pied de la croix. En venant donc faire ce chemin de croix, c'est nous mettre dans les pas de Marie pour atteindre Jésus, qui est la véritable
source, le véritable but de toutes nos recherches ici sur la Terre, nos recherches spirituelles, pour notre épanouissement humain et spirituel. Donc avec Marie, nous partons vers Jésus pour qu'il nous aide à porter nos différentes croix. Les 14 stations du chemin de croix ont donc été méditées par les pèlerins à travers des intentions de prière. Dans l'actualité internationale, un bateau militaire espagnol va récupérer ce mardi les migrants secourus par le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms. Le navire est présentement stationné près de l'île italienne de Lampedusa, où il a interdiction de débarquer. Le bateau espagnol va naviguer pendant 3 jours jusqu'à Lampedusa, où il prendra en charge les personnes recueillies donc par l'Open Arms. Merci de votre attention. Suivez-nous aussi sur les www.rti.ci. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et à demain.